grow so fast, maybe we got too high. But I remember days I wonder we were always gonna last. Yeah, I do remember tears and the laughter. How could we fall so fast? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de la chaîne d'Émaillez-moi. Alors je me présente, je suis Christelle, je suis une tricoteuse du nord-est de la France, plus précisément dans le sud de l'Alsace, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode numéro 26. Donc 26 déjà, ça fait pas tout à fait un an que je viens vous voir et je prends toujours autant de plaisir à enregistrer et à vous tourner ces vidéos et venir papoter avec vous de tricot, parce que oui, vous êtes sur une chaîne de tricot. Ici on parle patron, on parle laine, on parle design, on parle de tout ce qui nous fait plaisir à mettre sur nos aiguilles. Et on parle un tout petit peu de crochet aussi. Alors, avant de commencer sur ce qu'on va parler aujourd'hui, je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, donc essentiellement sur Instagram ou sur Ravelry sur le pseudo d'Émaillez-moi. Oui, je sais, je suis en retard pour mettre mes fiches à jour sur Ravelry ou tout simplement mettre mes fiches sur Ravelry. Ce sera fait à partir du moment où je serai plus en train de tourner les Vlogtober. Donc effectivement, vous le savez, pour celles qui me suivent de manière régulière, pendant tout le mois du mois d'octobre, vous avez tous les jours ou quasiment tous les jours un Vlogtober. Donc vous me retrouvez pendant 15, 20, maximum 30 minutes chaque jour. En tout cas, moi, je vous retrouve chaque jour avec du contenu. Je prends énormément de plaisir à ouvrir avec vous mon calendrier d'Halloween et je vous parle de projets du moment, de problématiques. J'essaie de répondre aussi à vos questions lorsque vous m'en posez. De manière générale. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est un épisode de podcast traditionnel, c'est-à-dire qu'on va parler d'objets finis, d'objets en cours. J'ai un projet terminé à vous montrer. Alors avant de vous dire ça, je vais vous faire une confession. Vous avez été très nombreux à me demander combien d'encours j'avais et pourquoi je papillonnais et tout ça. Donc j'aime changer d'encours tout simplement pour pas m'ennuyer sur un projet ou sur un autre. Par contre, il y a un moment où c'est vrai, le nombre d'encours devient trop important. Et vous avez été beaucoup à me faire remarquer que j'avais beaucoup d'encours en ce moment. Alors je me suis dit, tiens, si je faisais le compte. Et alors, j'ai tout sorti, mes sacs à projets, mes encours, mes projets que j'ai... Alors, tous les projets que je veux terminer. Je n'ai pas compté ceux que je veux défaire ou qu'il s'agit juste de détricoter. Il y en a très peu, généralement, quand je commence un projet, moi, je vais au bout. Voilà. Mais j'ai décidé, avant de démarrer cet épisode de podcast, de faire une espèce de petite confession de... Qu'est-ce que j'ai en encours sur mes aiguilles? Ou en tout cas, combien j'en ai? Donc, j'ai tout compté et j'annonce officiellement avoir 13 en cours. 13, alors je sais, c'est peut-être pas le bon chiffre, mais j'ai 13 en cours, un projet de crochet et 10 projets de tricot. Et sur ces 13 en cours, j'ai ma couverture ma température blanquette, et celle-ci, elle restera en encours, donc ce qui fait que j'ai 12 encours. Donc la température blanquette, je ne la compte pas. Sur ces 12 encours, j'ai 5 pulls. Donc oui, c'est beaucoup, c'est trop. En fait, je me rends compte que c'est trop. Ils avancent beaucoup moins vite que ce que je voudrais faire. Ils ont tous un niveau d'avancée différent. Il y en a où ils étaient déjà terminés et j'ai décidé de redéfaire une manche pour en refaire une autre. Il y a un pull sur lequel il me manque juste les 2 manches.
l'un est juste à ce niveau-là, l'autre est juste sous les... Donc ils sont tous un degré d'avancée qui sont différents, mais je me dis que finalement peut-être me focaliser sur l'un ou l'autre me permettrait d'avancer un petit peu plus vite plutôt que de les faire avancer chacun un petit peu par-ci par-là. Donc 5 pulls. Ensuite, je suis allée voir dans mes chaussettes. Et là, j'en ai 3. Alors, les 3, vous les connaissez. Hein. J'ai ma chaussette de l'avant qui est presque terminée. J'ai ma paire de chaussettes Poesia sur lesquelles j'ai commencé la deuxième, mais j'ai pas terminé la deuxième. Alors, c'est bête, ça va tellement vite. Et j'ai ma chaussette Natea que je vous montrerai tout à l'heure dans le podcast, sur laquelle j'ai une chaussette terminée et il me faudrait monter la deuxième. À côté, donc 3 paires de chaussettes, 5 pulls. À côté de ça, je tricote aussi le cal de Stephen West que je vous montrerai et je vous parlerai de plein de choses sur ce cal, notamment de certains questionnements, mais ça ce sera pour tout à l'heure. J'ai un projet au crochet qui lui aussi, il est presque terminé, il manque 2-3 bricoles, donc pas loin de devenir un objet fini. Et j'ai également, et les 2 derniers projets, ce sont des accessoires, j'ai un bonnet et j'ai une mitaine puisqu'il me manque la deuxième. Donc, en faisant un petit peu on va dire d'analyse, je me dis que tous ces projets, ils pourraient potentiellement être terminés, sauf la température blanquette, pour la fin de l'année. Si je me débrouille bien et que je monte pas d'autres projets en cours. Ce qui est absolument inconcevable pour moi, on est d'accord. Mais je pense que je vais réfléchir à partir de demain et je pense que je vais partager avec vous dans les vlogs ma démarche de comment je fais pour réduire ce nombre d'encours et les emmener toujours avec beaucoup de plaisir, chacun d'entre eux vers la fin de manière plus rapide ou de moins de plus concentrée. Donc voilà, 13 en cours, dont 12 13 en cours actifs. Ils sont tous actifs, hein, hormis la paire de mitaines qui a attendu bien gentiment que l'hiver revienne, enfin du moins que le froid revienne. Je travaille petit à petit sur chacun d'entre eux. Donc il faut que je m'organise un petit peu plus aussi pour que vous puissiez les suivre aussi plus facilement sur le podcast. Donc voilà, sur ces 12 plus 1 en cours, de quoi on va parler cette semaine. Donc déjà, je vais vous présenter un projet fini qui était le 14e en cours, mais que j'ai terminé et que je vais vous montrer, qui est un projet au crochet. Et je vais vous parler de 4 en cours. Donc je vous parlerai d'une paire de chaussettes, du cal de Stephen West et de 2 pulls. Donc je crois que j'ai assez blablaté. J'espère ne pas vous avoir rabâché les oreilles avec voilà, mon petit état des lieux d'encours. J'avais besoin de le partager avec vous, puisque au final, tous ces encours-là, vous allez les voir dans les prochains podcasts aussi. Donc, ah oui, je ferai aussi je vous montrerai mon nouveau design de chaussettes, et donc j'en profiterai pour lancer un appel au test pour celles qui souhaitent m'aider dans le test de ce nouveau design. Donc voilà, bon, j'ai fini ma confession. Je crois qu'on peut passer au contenu que vous attendez. Donc, on va commencer par l'objet terminé de ce podcast. Maybe we run so fast, maybe we got too high. Donc, je vous disais, l'objet terminé de ce podcast, c'est un objet au crochet que vous avez vu en démarrage il y a vraiment très longtemps. J'ai essayé de retrouver le podcast, j'ai pas retrouvé le numéro, mais c'était pendant cet été. Donc, vous voyez, ça fait déjà plusieurs mois que j'avais cette en cours. Quasiment terminé, il me restait 2 petites coutures à faire où voilà, il fallait finir de la couture. Moi, la couture, c'est pas ce que je préfère, donc c'est aussi pour ça que je préfère le tricot par rapport au crochet. Donc ce projet, c'est un petit koala que j'ai crocheté dans un fil de chez Rikorumi, alors qui passe toujours mal à la caméra, hein, puisqu'il y a l'étiquette qui est brillante. Donc c'est un coton de chez Rikorumi, sur lequel j'ai utilisé 5 couleurs différentes, donc du blanc et du noir. J'ai utilisé un bleu que vous allez voir, qui est le bleu, alors je prends mes notes, qui est un bleu qui s'appelle 039. J'ai utilisé un gris pour le corps du koala qui s'appelle 004 et ce vert que j'ai utilisé pour la feuille que le koala tient en main, qui est le vert 043. Donc, c'est un projet que j'ai crocheté dans un crochet de 2,5 mm et que je crochette avec grand plaisir avec mes crochets
Etimo, que vous avez été plusieurs à me recommander et je vous en remercie beaucoup. Donc ce modèle de koala, c'est un amigurumi. Alors il fait une vingtaine de centimètres. C'est un amigurumi qui a été designé par Mariska Vos-Bolman et qui crée ses designs sous le nom de DIY Fluffies. Et je vous montre. Alors je vous montre, et puis je vous précise, c'est un patron qui est disponible en français. Par contre, c'est un patron payant. Il coûte 7 € sur Ravelry. Et attention, je vous montre mon premier amigurumi de toute ma vie au crochet. Voilà la bestiole. Oh, je suis trop fière de moi, il rend super bien. Donc, bon, que je vous raconte. Donc, vous crochetez en 2,5. Donc, on démarre par le dessus, ici, par un cercle magique. Et on crochette de manière en spirale. Pour moi, c'est tout nouveau, puisque je vous rappelle, hein, je suis totalement débutante au crochet. On crochette en spirale, en faisant des augmentations, un certain nombre de rangs ensuite stables, puis avec des diminutions, on se retrouve avec une espèce d'ovale sur lequel on vient placer des yeux de sécurité. Ensuite, on vient, encore une fois, faire un cercle magique et tricoter en spirale une galette plate, hein, de noir qui vient faire le nez du koala. Par la suite, elle nous fait faire des oreilles. Alors les miennes sont fausses parce que j'avais mal compris le patron. Hein. Quand on est débutant, on fait des erreurs. Je me suis longtemps posé la question s'il fallait que je démonte pour refaire. Et puis finalement, je me suis dit, bon, il est plein d'erreurs, c'est mon premier. Et ben je l'assume et je le garde avec ses erreurs. Le suivant sera peut-être mieux. Donc voilà. Un rond pour les oreilles en gris, un rond qui est blanc, qui normalement aurait dû se voir bien mieux. Voilà. Une fois que vous avez fait la tête, vous la rembourrez et puis vous la fermez. Ensuite, vous venez crocheter les petits pieds. Donc un premier petit pied, donc la partie grise et un rang de bleu. Oui. Ensuite, vous venez faire le deuxième petit pied, puis un rang de bleu et vous venez rejoindre les deux pieds ensemble, puis vous crochetez en rond pour la partie du corps. Ensuite, je ne sais pas si vous le voyez très bien à l'écran, mais ici, il y a une petite poche. Donc, elle vient vous faire la petite poche de manière séparée que vous venez ensuite coudre sur la salopette du petit koala. Donc, ce bleu, c'est le fameux bleu 039 dont je vous parlais. Et la couleur du koala, c'est la couleur gris 004 de chez Rigurumi. Donc ensuite, elle vous fait faire des petites bretelles qui sont crochetées à part et que vous venez coudre. Et normalement, ici, vous venez coudre 2 boutons. Alors, comme c'est pour moi, pour un enfant, j'ai préféré mettre des yeux de sécurité en guise de boutons. Puis finalement, je trouve que ça fait le job, hein, on va dire. Donc, ensuite, elle vous fait faire à part aussi les bras et chacune des petites feuilles. Et bien sûr, après, vous avez énormément de coutures où vous venez monter chacun des petits morceaux les uns aux autres pour faire tout l'assemblage. Alors, personnellement, j'ai pas rencontré, en tant que crocheteuse totalement débutante, j'ai rencontré aucune difficulté à faire les différentes parties indépendamment les unes des autres. Là où j'ai été un petit peu plus en difficulté, où j'aurais aimé un peu plus de détails sur le patron, c'était comment coudre. Voilà, donc je suis allée voir sur YouTube pour m'aider, hein, pour savoir exactement comment coudre de façon à ce que ce soit assez transparent, assez invisible, pas trop non plus marqué, que ça tienne bien, comment on faisait pour rentrer les fils. Donc toutes les choses que finalement je connais très bien au tricot, mais que je découvre totalement au crochet. J'ai rembourré avec de la ouate que j'ai acheté il y a très longtemps chez une mercière, mais je ne me souviens absolument plus où. Donc je ne peux pas vous dire. Les petits boutons, je vous mettrai le lien dans la barre de description. Ce sont les petits boutons, les yeux de sécurité, ce sont des yeux de sécurité de 10 mm, donc beaucoup plus gros que les petits yeux de sécurité qu'on a habituellement sur les petits amigurumi. Mais voilà, je vous mettrai dans la barre de description où je les ai achetés, si jamais vous les voulez aussi.
Donc voilà, c'est un petit koala que je trouve bien sympathique. Il est en plus bien flexible, hein. Il va aller rejoindre un cadeau sur lequel j'avais... Donc c'est une boîte que je vais offrir à Noël à la maman d'un petit enfant qui a 1 an. 1 an dans quelques jours. Et enfin dans quelques jours, dans 2-3 semaines. Et qu'il le recevra dans son paquet de Noël. Donc il aura un tout petit peu plus d'1 an. Bien sûr, il y aura la peluche. Il y a déjà 2 pulls que j'ai tricotés, que vous avez vus dans des précédents podcasts. Et donc, tout ça sera mis dans la boîte. Et puis, j'ai oublié de vous dire, il a une jolie petite queue aussi à l'arrière, que j'ai trouvé bien rigolote à faire. Donc voilà, je suis assez fière de moi. J'avoue que je pensais pas avoir réussi comme ça. Il est plein d'imperfections, hein, vraiment, vraiment plein d'imperfections. Si vous regardez, les bretelles sont pas parfaites, la couture du cou n'est pas parfaite non plus, mais je trouve que, voilà, ça, je peux pas dire que ça en jette, mais ça fait le job. Donc voilà, pour mon objet terminé de la semaine, pour une fois que je vous présente du crochet, voilà. C'est pas non plus ma tasse de thé, hein, vous en verrez pas tout le temps, mais j'en ai un autre en cours. Voilà, la différence pour moi entre le crochet et le tricot, c'est que le crochet, je trouve qu'il faut compter. Chaque fois, il faut vraiment, vraiment compter. Alors que le tricot, alors oui, il faut compter à certains moments, mais vous avez aussi des ouvrages qui se tricotent en rond, que vous pouvez faire devant la télé. Là, typiquement, ça, moi, je peux pas faire devant la télé. Alors certainement que c'est parce que je suis débutante, mais j'ai vraiment eu l'impression de devoir, voilà, mettre des marqueurs à certains endroits pour être sûr que le début de rang soit au bon endroit, compter chacun des rangs, puis je me suis retrouvée, j'avais bien sûr pas le bon compte de mailles, et voilà, certainement tout ce que... lorsqu'on est débutant, on doit rencontrer. Mais voilà. Donc, et vous voyez, hein, il a une bonne taille, une bonne vingtaine de centimètres. Donc, je trouve que c'est parfait pour un enfant, pour en jouer. Et puis, je suis vraiment contente d'avoir mis des yeux de sécurité à la place des boutons. Comme ça, il n'y a pas de risque que ce petit enfant, ce jeune garçon, avale et voilà, soit en danger. Donc voilà, pour mon petit koala du jour. Vous le verrez plus, il ira dans la boîte. Bon, peut-être que je vous montrerai cette boîte avant de l'offrir. Bon, on passe aux encours et maintenant on va parler tricot. Maybe we run so fast, maybe we got too high. Le premier encours que je vous présente cette semaine, c'est un pull. Un pull que je réalise pour ma fille, un pull en jacquard avec 3 fils différents et 3 textures différentes également. Alors j'ai vraiment hâte de vous en parler. Donc le pull en lui-même s'appelle Alpenglow et c'est un modèle d'Andrea Mori que je tricote dans des aiguilles de 3,5 pour le corps et de 75 pour le col. Alors autant vous dire que ce col il a été interminable en 2,75, mais il est fait. Donc alors dans quelle laine je tricote ce modèle? La première laine, c'est une lace que je tiens en double et qui est une laine de chez Manos del Uruguay dans sa qualité Marina, donc qui est une lace 800 mètres pour 100 grammes. Et la couleur s'appelle, alors je ne sais pas si vous le verrez, s'appelle Appalachian. Je vous le mettrai dans la barre de description parce que je ne suis pas sûre de bien le prononcer et je ne suis pas sûre que le focus se fasse correctement. Donc, ce que j'aime dans cette laine, c'est une laine qui vient d'Uruguay, donc d'Amérique du Sud. Par contre, c'est une laine qui est éthique, en commerce équitable. Donc, Manos del Uruguay, elle fait travailler des associations locales de femmes qui réalisent la teinture sur ces laines. Et vous allez voir, le travail de teinture est assez surprenant. Je ne peux pas vous montrer les chevaux. Si jamais vous voulez voir les chevaux en lui-même, les 2 échevaux en eux-mêmes, je vous invite à aller dans un des premiers vlogs du mois où je vous montre les chevaux. Mais par contre, je vais vous montrer les cakes. Donc voilà le premier cake. Et le deuxième est identique. Donc, il y a énormément de travail de teinture sur le fil qui est très très changeant. Je pense que vous allez le voir ici, hein, où on change très rapidement de couleur et il y a vraiment une grosse variété de couleurs. Vous passez dans les beiges, dans les roses, dans les verts, dans les gris et tout ça sort bien. Vous allez le voir, ça ressort, c'est à la fois foncé et lumineux. Je ne sais pas comment vous dire.
Alors par contre, comme c'est de la lace, pour en faire une fingering, parce que mes autres laines sont des fingerings en épaisseur, je la tiens en double. Et donc je tricote avec 2 fils à chaque fois. Et donc comme j'ai beaucoup de changements de couleurs, j'ai aussi beaucoup d'associations différentes où je me retrouve parfois avec du vert et du rose, parfois avec un beige et un rose, parfois, voilà, toutes ces couleurs d'association vont venir se mélanger. Et alors ce qui est très rigolo, c'est que sur chaque maille, il y a l'une des 2 couleurs qui prend le dessus par rapport à l'autre. Donc c'est-à-dire les mailles ne sont pas chinées, vous allez voir, elles sont un coup c'est une couleur, un coup c'est l'autre couleur. Et alors c'est au petit bonheur la chance. Et je trouve que c'est ce qui fait la beauté de ce projet-là qui m'emballe. La deuxième, alors normalement ce modèle dans des Mori, il appelle 4 couleurs. Moi j'ai décidé de le faire dans 3 couleurs parce que justement celle-ci est tellement variée qu'elle ne nécessitait pas une couleur supplémentaire. Donc j'utilise celle-ci en lieu et place de 2 couleurs différentes. Et donc je n'utilise qu'un écheveau, l'équivalent d'un écheveau de fingering, l'équivalent de 2 écheveaux de figurine, mais il va m'en rester l'équivalent d'un écheveau encore. Et je trouverai bien ce que je vais en faire. Donc ensuite, ma deuxième laine, c'est un brushed alpaga silk de chez Drops en rose très clair. Donc, et vous verrez, voilà. Donc là, on n'est pas sur de la lace, on est sur de l'épaisseur fingering. Donc, quand j'ai fait mon échantillon, j'avais exactement la même gauge, le même échantillon, le même nombre de mailles que lorsque je tricotais la lace en double. Et donc, je suis sur une couleur un peu rose. C'est un vieux rose, bonbon mais vieux rose hein, quand même. Donc voilà. Donc ça, c'est ma première association de couleurs. Et donc cette couleur, puisqu'on m'a demandé dans les vlogs, cette couleur, c'est la couleur numéro 12. Donc un rose... alors, je vous rappelle qu'il n'est pas pour moi, effectivement. Il me voit peut-être moyennement au teint ou pas. Enfin, quoique. Mais c'est pour ma fille que je tricote ce pull. Et c'est un pull que je voudrais lui offrir pour Noël. Donc, vous voyez, si je fais le lien par rapport à tous mes encours, c'est un projet qui, pour moi, est prioritaire. Puisque bah, Noël, c'est dans 2 mois. Déjà. Donc voilà, deuxième laine, une brushed alpaga. Donc brushed alpaga qui, au départ, moi je l'avais acheté pour tester, pour voir si je pouvais remplacer mon brushed alpaga par rapport à du mohair, puisque le mohair, j'ai un tout petit peu de mal avec le mohair, et celle-ci ne me pose pas de soucis. Voilà, alors bon. Ma troisième laine, c'est une laine de chez Lang. Que j'ai pris dans un coloris bordeaux qui s'appelle, alors chez Lang c'est des numéros, hein, il s'appelle 83 00 84 et donc c'est un bordeaux très soutenu, très foncé, donc et qui s'associe de manière assez surprenante. Tous ces trois-là vont très bien ensemble et je me suis retrouvée à certains endroits à avoir une couleur quasiment identique à ce fil de fingering. Donc la langue, c'est de la Javol, ou Yavol, voilà. C'est exactement les mêmes laines que ce que j'utilise pour faire des chaussettes de temps en temps. C'est une pelote qui a une bobine de fil à l'intérieur pour renforcer les talons et les pointes des chaussettes. Donc c'est une pelote qui est rigide parce que à l'intérieur, je ne sais pas si j'arriverai à vous le montrer. Est-ce que j'arriverai à vous le montrer ici ou pas? Voilà, à l'intérieur, vous avez là une bobine de fil que je récupère, moi, pour repriser les chaussettes, c'est très bien. Et donc, maintenant, je vous montre. J'espère que j'arriverai à vous le montrer parce que je suis encore dans le yoke. Et donc, je ne sais pas si ça rend bien à la caméra ou pas. Donc, voilà. Alors, c'est un modèle qui se tricote du haut vers le bas, mais qui se démarre au niveau du dessous de col. Donc, vous démarrez ici. Et vous commencez par faire des rangs raccourcis. Là, on voit très bien hein, la partie de rang raccourci. Donc, la partie qui est en côte n'est pas faite au départ. Vous commencez par du jersey et des rangs raccourcis sur la partie bariolée. Donc, cette partie-là, ce sont les écheveaux de Manos del Uruguay. D'ailleurs, on retrouve bien. Et donc, je vous laisse voir cette... de l'autre côté, ça se voit mieux. La façon dont cette lace tenue en double
ressort et vous voyez, on retrouve quand même des couleurs assez franches, très mélangées, très chamarrées. Donc je me voyais pas faire un ouvrage complet uniquement dans cette laine. Donc ensuite, je suis venue ici l'associer avec du jacquard entre cette broche d'alpaga et cette lace tenue en double. Alors, la crainte que j'avais à ce moment-là, c'était que les fils de cette lace se voient à l'arrière de la broche d'alpaga. Et en fait, pas du tout. Vous voyez, on voit pas du tout les fils qui passent derrière. Et pourtant, les fils passent bien derrière. Vous voyez, j'ai bien fait passer mes fils à l'arrière de la broche d'alpaga. Et bien, on ne voit rien par transparence. Donc, vous tricotez un tout petit peu de jacquard. Je ne sais pas si j'y arriverai, hein, entre les deux, puis de cette manière, vous abandonnez la Manos del Uruguay et vous intégrez la troisième couleur, donc une couleur qui sera tout la base, le fond de mon pull, qui sera donc en bordeaux. Et ensuite, donc là c'est la partie de yoke qui est en jacquard. Sur cette partie haute, j'ai réintégré uniquement la Manos del Uruguay pour réaliser tous les motifs en totalité du jacquard. Donc là, je suis sur la partie haute, la première partie du yoke, où vous avez des lignes qui ressemblent un petit peu à, vous savez, des barrettes de son de radio, là, que je trouve. Bon, bref. J'ai fait le deuxième motif du jacquard ici. Et donc, je vais continuer en essayant de ne pas perdre mes mailles, ce serait pas mal. Je vais continuer donc à intégrer cette Manos del Uruguay pour qu'elle brille et qu'elle fasse tout le travail à ma place en fait. Hein. Vous voyez, tous ces changements de couleur, je trouve que ça fait très bien ressortir tous les motifs du jacquard. Donc voilà. J'espère vous en montrer plus, hein. Enfin c'est pas que j'espère, c'est que je vous en montrerai plus dans le prochain épisode de podcast. Là je suis partie pour tout le reste du pull, sauf le bout des manches, où il y a encore un petit rappel de broche d'alpaga, mais sur tout le reste du pull, je vais tricoter en jacquard avec la fingering de chez Lang et la Manos del Uruguay tricotée tenue en double, qui est une lace. Donc voilà, je vous en montrerai plus la prochaine fois. C'est un modèle que j'aime beaucoup tricoter, que j'aime beaucoup. Il est très sympathique. Alors qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Moi, j'ai pas résisté et c'est aussi pour voir la longueur du pull. Je suis revenue relever mes mailles du col pour faire ce col qui est un col doublé. Qui est un petit peu comme un col roulé, mais uniquement doublé. Donc vous venez tricoter une longue bande de 10 cm de côte, puis vous la repliez en deux et vous la cousez à l'intérieur. Donc je voulais avoir vraiment un rendu fini pour me rendre compte de la longueur, comme c'est un modèle que je ne vais pas pouvoir lui faire essayer. J'ai besoin de pouvoir le caler par rapport à d'autres pulls qu'elle a dans son armoire. Donc voilà, j'espère pouvoir vous montrer un peu mieux, parce que pour l'instant vraiment je suis dans le début du yoke, mais pouvoir vous le montrer beaucoup mieux la prochaine fois et pouvoir vous en parler un peu plus longuement. Et voilà! Maybe we run so fast, maybe we got too high. Le deuxième projet que je vous présente cette semaine, c'est encore un pull. C'est un pull cette fois-ci que je tricote pour moi dans une très grosse laine. Donc là, avant, je tricotais en 3,5. Sur ce pull, je vais tricoter avec des aiguilles de 5, donc ce qui est absolument inhabituel pour moi. Et finalement, ça me convient bien aussi, ça monte assez vite. Donc c'est vrai que c'est surprenant quand on a l'habitude de tricoter des laines fines, de voir à quelle allure on avance sur des grosses laines. Donc ce pull, vous l'aviez, il me semble déjà aperçu ou vu en tout cas les débuts dans le podcast précédent. C'est un pull que je tire de ce livre Salt and Timbers. C'est un patron, donc c'est un livre qui est édité et qui est totalement dédié à des modèles de Lindsay Fowler que j'aime beaucoup. J'ai acheté, alors j'achète rarement des livres complets. J'ai plutôt tendance à acheter les patrons. Par contre, dans ce livre-là, j'ai vraiment énormément de patrons que je voudrais tricoter. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai acheté ce livre. Si jamais vous voulez voir les modèles en totalité, la totalité des modèles qui se trouvent dans ce livre, sachez que vous pouvez aller sur Ravelry, trouver le titre du livre Salt and Timber, et tous les patrons qui sont dans le livre ont été attachés
à ce livre-là. Donc, et donc, vous pouvez aller les voir sur Ravelry. Voilà. Donc, c'est plaisant. Ça vous permet de voir, parce que souvent, on n'a que... Voilà, moi, si je vous présente le livre aujourd'hui, je vais vous montrer quelques modèles, mais vous ne verrez pas tous les modèles, puisque ce seront ceux que je vous présente par rapport à mes goûts, par rapport à mes envies. Donc, voilà. Donc, le modèle que j'ai choisi là-dedans en tout premier, parce que j'en ferai d'autres, c'est un pull qui s'appelle Lighthouse Keeper, donc gardien de phare, et que je réalise dans une laine de chez Drops, dans 2 laines de chez Drops tenues ensemble. Donc la première, c'est une Lima, qui est une, si je me souviens, non, je me souviens pas, 65% laine, 35% d'alpaga. Je les ai achetés pendant la période de promotion de Drops, qui faisait moins 40% sur tous ces fils qui contenaient de l'alpaga. Donc c'est un gros pull d'hiver avec des gros fils, mais qui va être très raisonnable en termes de coût grâce à la promotion Bon, je suis désolée, on a été coupé. Mon fils a décidé de mettre la musique à fond. C'est un peu le problème quand les enfants sont en vacances. Bon, on n'est parfois pas tout à fait tranquille. Bon, je disais donc, une Lima Drops de chez Drops et un brushed alpaga, donc la même que ce que je vous ai présenté dans le projet d'avant. Par contre, cette fois-ci, en couleur associée, en couleur crème, on va dire blanc cassé. Donc, que je tiens en double. Je les ai achetées toutes les deux en promotion, donc ce qui me fait un pull vraiment très abordable. Il faudrait que je regarde d'ailleurs, je vous le dirai à la fin du projet, mais c'est vraiment un projet qui... Pour un pull de cette épaisseur-là et de cette chaleur-là, qui va me revenir à un tarif vraiment très raisonnable. Donc ces 2 fils-là, je les tricote dans des aiguilles de 5. Le patron appelait normalement une worsted plus un mohair. Et moi, je tricote donc un déca qui est plus fin que la worsted et un brushed alpaga qui est plus épais qu'une mohair. Et l'un associé à l'autre me donne le même échantillon que ce qui était préconisé dans le patron. Donc j'étais bien contente. Et donc je vous montre ce que ça donne. Je vous l'ai mis sur le cintre aussi. Voilà où j'en suis actuellement. Donc je me pousse un petit peu pour vous montrer. Donc c'est un pull que, encore une fois, on démarre... Est-ce que je démarrais en dessous? Non. On démarre au niveau du col, au niveau des côtes, pardon. En fait, j'ai trop d'encours, donc je mélange un petit peu les constructions. Donc celui-ci, on le démarre au niveau des côtes. On fait un certain nombre de centimètres de côtes. Et le patron vous demande ensuite de venir récupérer le rang de départ pour le tricoter ensemble et donc faire ce col retourné, enfin en double épaisseur. Moi, quand j'ai vu ce détail du patron, je me suis dit, moi, j'aime pas aller rechercher mes mailles du rang de montage. Je vais tout simplement faire un montage provisoire au crochet que je crois que je vous avais montré dans le dernier podcast ou en tout cas dans un des vlogs. Et donc, lorsque j'ai eu fini de faire mes côtes, j'ai tout simplement tricoté mon rang suivant en associant à chaque fois la maille correspondante des mailles que j'avais sur mon fil provisoire. Ensuite, c'est un tricot en rond qui a quelques rangs raccourcis, pas beaucoup. Forcément, quand vous faites un rang en tricot de 5, vous pouvez faire plusieurs rangs raccourcis en tricot de 3,5. Donc, c'est un pull à raglan. Donc, ce qui est très intéressant comme construction sur ce pull-là, c'est que tous les détails, donc que ce soit le raglan ou le point de texture que vous trouvez et qui réalise ces fameuses rayures, ils ne sont réalisés qu'avec un fil. Alors que l'ensemble du reste, donc vous ne tricotez qu'avec la lima ou la worsted, donc avec le fil plein, sans peluche. Ce qui fait que vous les voyez vraiment de manière beaucoup plus marquée que si vous aviez associé la laine pelucheuse, enfin la laine à fibre, pardon, sur l'ensemble des textures. Donc parfois vous tricotez avec 2 fils, parfois pas. Donc c'est plaisant, ça change. Comme c'est un pull quand même qui a beaucoup de jersey, faire des petites décorations par-ci, par-là, avoir des raglans qui sont différents, c'est sympathique. Donc le raglan se réalise sur 2 mailles
Et elle, c'est une association de mailles glissées, mailles tricotées. Et donc, qui sont contrariées à chaque fois. Ce qui fait cet aspect de mailles plus longues par rapport au niveau du raglan, par rapport au reste du corps. Donc, vous tricotez toute la partie de raglan. Vous venez mettre en attente vos mailles pour les 2 manches. Puis, vous continuez le corps. Donc, c'est un modèle qui est extrêmement inclusif parce que vous avez de la taille enfant, je crois, c'est à partir de 2 ans jusqu'aux très très grandes tailles. Et cerise sur le gâteau, vous pouvez aussi, alors elle vous donne les indications de combien de répétitions faire en fonction de votre taille. Si vous êtes très grand, si vous avez une longueur de buste qui est plus ou moins grande, et toutes ces indications sont dans le livre. Donc voilà, moi il me reste à continuer simplement en rond sur quelques centimètres. Là je crois que j'ai un peu plus de 20 centimètres ici. Moi j'aime mes pulls, surtout en hiver, lorsqu'ils cassent sur mon pantalon, mais légèrement. Ce qui fait qu'il me faut entre 35 et 37 centimètres plus les côtes pour arriver à un total de 42-43 centimètres au total. Donc là j'ai pas regardé combien il fallait faire de côtes. Mais il y a des côtes à la fin. Et puis après, je viendrai relever mes mailles ici, faire la manche, et puis l'autre. Et donc, je pense que c'est un projet qui peut avancer assez vite. Parce que vraiment, on est sur de la grosse maille. Donc, bon, je devrais pouvoir vous montrer vraiment des belles avancées la prochaine fois sur ce pull. Donc, bon... je crois que j'ai pas grand chose à vous dire de plus sur celui-là. Il est très facile. Si jamais vous voulez vous lancer, il est très facile. Ce que j'aime beaucoup, alors voilà, ça coupe et elle a l'air très bien, malgré le fait que ce soit des très grosses mailles. J'aime le fait que les points de texture viennent casser l'uniformité du jersey. J'aime le fait qu'il y ait un col qui soit creusé grâce au rang raccourci. Bon. En fait, il n'y a pas grand-chose que j'aime pas sur ce projet. C'est mon projet un petit peu de télé du soir. Parce que, hormis ces 3 petits rangs ici de textures, et encore, c'est des textures extrêmement faciles. Hein, vous regardez le début de rang et puis après, ça se répète plus du long. Il n'y a vraiment aucune complexité pour ce projet-là. Par contre, c'est de l'anglais. Donc c'est un livre complètement en anglais. À ce jour, ils n'ont pas été traduits. Ils le seront peut-être par la suite sur Ravelry. Mais c'est, encore une fois, c'est du code international. Donc vous avez le K pour les mailles en droit, les P pour les mailles en revers, SL quand vous devez glisser des mailles. Et puis voilà, rien d'extraordinaire, pas beaucoup de blabla, puisqu'on est dans un livre, hein, il n'y a pas de la place pour que les patrons fassent 40 pages. Donc vraiment, c'est comme si on faisait de la sténo pour celles qui sont plutôt de ma génération ou avant, quand on prenait des notes en sténo pour aller plus vite en fait. Donc c'est vraiment du code. Donc voilà. Voilà pour le Light Keeper. De Lindsay Fowler. Bon, je vous montrerai un peu plus avancé la prochaine fois. On passe au suivant. Maybe we run so fast, maybe we got too high. Alors, le projet suivant, c'est un de mes designs et sur lequel il va y avoir un appel au test. Donc, mesdames, messieurs, si jamais vous voulez tester ce patron, n'hésitez pas à m'écrire démaillez-moi@gmail.com. Vous retrouvez mon adresse dans la barre de description. Mesdames les testeuses de mes précédentes chaussettes, je viens vers vous pour vous demander, parce que je vous garderai en tant que prioritaire. Vous avez été les premières à me suivre, mais si vous voulez pas tester celle-ci, pas de souci. Il y aura forcément un petit peu de place pour les autres. Donc, cette chaussette, elle s'appelle Natea. Tout simplement, nom qui est dérivé du petit motif qui se retrouve sur les 2 côtés extérieurs de la chaussette, qui reprennent un laçage comme une natte. Donc un fil, un fil, un fil, un fil. Donc sur 3 brans. C'est un patron qui est volontairement écrit de façon à ce que vous puissiez le faire sans avoir besoin de faire des torsades. Donc je vous ai dit, on hâte les choses, mais sans avoir besoin de faire de torsade
tout en ayant le rendu un petit peu d'une pseudo-torsade. Donc, alors, je vous parle de la laine, puis après je vous montre le modèle. Donc, la laine que j'ai choisie pour ce design, c'est une laine de chez La Madeleine, dans le coloris Mosaïque. Donc, je l'ai pris dans sa base Merino Nylon Stellina, donc 75% de Merino Superwash, 20% de nylon et 5% de Stellina Gold. Je vous montre les chevaux qui est absolument... Enfin, pas les chevaux, le cake, parce que les chevaux, je peux... Si vous voulez voir les chevaux, encore une fois, ici, je vous les montrerai dans les vlogs. Donc, en fait, je vous montre plein de choses dans les vlogs. Il faut que j'arrive à équilibrer ce que je vous montre ici et que vous n'avez pas forcément vu, puisque tout le monde ne suit pas les vlogs, avec ce que je vous ai montré. Donc, j'essaie de vous montrer quand même tout ici pour que vous puissiez suivre. Donc voilà, c'est un écheveau qui est sur une base grège avec des nuances de marron, de bleu et bien sûr de violet. Alors, est-ce que j'arrive à vous le montrer? Ici, un petit peu de violet par-ci, par-là. Le tout rehaussé par de la stellina qui, alors je ne sais pas si vous la verrez à l'écran, généralement vous la voyez pas, mais voilà, tous les chevaux est rehaussé de stellina gold. Alors je crois qu'ici vous la voyez, mais en tout cas voilà, ça brille, ça brille. On est une fille, on se refait pas, hein, ça brille. Voilà, donc un écheveau qui est très joli en termes de teinture, qui est très délicat et qui ressort bien sur le modèle. Voilà, modèle qui est relativement simple et facile et accessible. Alors, je vous le montre. Donc, c'est un modèle qui se tricote du haut vers le bas. Donc, est-ce que vous voyez? Voilà, là, vous verrez mieux la natte. Donc, elle se tricote du haut... Bon, j'arrive pas dans l'autre sens. Du haut vers le bas. Donc, vous démarrez avec un montage d'émail, une partie de côte torse, en demi-torse, pour que ce soit pas pénible. Donc, je vous ai pas demandé de tricoter la maille arrière twistée. Donc, il n'y a que la maille avant. Donc, parce que je trouve ça vraiment trop pénible pour un rendu qui est pas très significativement différent. Et alors, vous avez cette fameuse natte qui démarre directement dans les côtes. Donc, sur le côté du pied et qui va venir habiller le côté extérieur ainsi que le côté intérieur du pied jusqu'à venir se noyer dans la barre dans la bande de diminution de la pointe. Ensuite, l'ensemble je ne vous ai pas mis de texture, tout simplement pour pouvoir utiliser vos écheveaux qui sont un petit peu à speckle, à léger speckle, hein, puisque si vous mettez vraiment trop de chamarré, vous n'allez pas voir la tresse. Bien souvent, hein, la dentelle ou les jeux de texture, ils sont moins mis en valeur si vous utilisez trop de speckle. Mais pour cette laine-là, comme il y avait, vous le voyez, hein, le travail de teinture, il y a des speckles, il y a un travail de teinture, mais il est par-ci par-là. Et donc, ça permet à avoir un jersey qui est mis en valeur, qui met en valeur le travail de teinture et une dentelle tressée qui n'est pas effacée par le travail de teinture. Donc, ensuite, la particularité de ce modèle, et ça, c'est pour répondre à beaucoup d'entre vous qui avaient peur de faire un talon renforcé parce qu'il faut relever des mailles. Ce modèle-là est un modèle avec un talon intégré, mais renforcé, sans aucun relevage de mailles. Donc, je ne sais pas si vous le verrez, mais ici, vous avez un talon renforcé en œil de perdrix. Il n'y a pas de relevage de mailles, hein, vous voyez. Les diminutions se font à ce niveau-là pour venir refermer le pied. Et donc, vous gardez sans arrêt toutes vos mailles sur vos aiguilles, hormis au moment où vous faites les rangs raccourcis, hein, pour faire vos diminutions et faire cet arrondi-là. Mais vous n'avez pas besoin de venir relever des mailles, donc vous ne risquez pas d'avoir un trou ici qui soit disgracieux. Et donc, par rapport à un talon raccourci, c'est une technique qui permet d'avoir suffisamment d'aisance pour qu'ici, ça ne tire pas sur le dessus du pied. Donc, en fait, vous avez tout l'avantage d'un talon renforcé à gousset, mais avec la facilité de tricot qu'on pourrait avoir sur un talon en rond raccourci. Donc, voilà, c'était
ma volonté de vous offrir un modèle qui soit facile à tricoter et accessible, même pour celles qui ont peur de se lancer dans un talon avec des mailles à relever. Donc, une fois que vous arrivez ici, donc vous avez vos diminutions, une fois que vous arrivez ici, il s'agit de tout simplement continuer exactement de la même manière que la tige. Vous faites du jersey sur la partie haute entre les deux périodes de dentelle et du jersey sur la partie inférieure du pied. Et lorsque vous arrivez ici, je vous ai mis la pointe que j'adore, la pointe très arrondie, que vous avez d'ailleurs déjà sur la Poesia Socks, que vous avez été très nombreux alors pas forcément à démarrer, mais à acheter. En tout cas, je vous en remercie. Mais je vous le dirai tout à l'heure, ça. Voilà, une pointe que je finis de manière très arrondie avec des diminutions. Et alors cette pointe, habituellement, moi je tricote en circulaire, avec des mini circulaires. Je n'aime pas du tout le Magic Loop. Je trouve que j'ai beaucoup de mal avec le Magic Loop. J'y arrive pas, ça me fait des échelles et tout ça et tout ça. Par contre, quand j'arrive à la pointe, généralement il me reste pas suffisamment de mailles sur mes aiguilles, sur mon câble, pour pouvoir terminer en Magic Loop. Et jusqu'à présent, je passais en aiguille double pointe. Et alors, quand on n'a plus beaucoup de mailles et qu'on est en double pointe, vous avez 4 aiguilles, vous tricotez avec la 5e et vous avez je sais pas combien d'embroglios d'aiguilles qui se choquent les unes les autres. Comme c'est pour que seulement quelques rangs, ça me gênait pas. Mais je me suis dit, si j'ai une occasion un jour, je testerai autrement. Et l'occasion s'est présentée. Je suis allée à un tricot, à une soirée tricot qui s'appelait la Socktober. Donc le principe était simple. On s'est retrouvés 40 tricoteuses pour dîner un soir dans un lieu fabuleux, organisé par 2 boutiques de laine, donc une boutique en dur et une boutique qui se trouve dans un camion dont je vous parle souvent, hein, donc la boutique en dur, c'était le détour de Saint-Louis. La boutique itinérante, c'est le camion Hippolyte de Laine & Co. Et donc ces 2 personnes se sont mises ensemble avec un lieu qui nous a accueillis pour nous restaurer, qui était vraiment très très chouette aussi. Et nous avons été 40 tricoteuses à se rendre dans cet événement et à tricoter des chaussettes tout ensemble. Génial. J'adore, j'attends le suivant. Et donc, pendant cet événement, il y avait bien sûr de la laine à acheter. J'ai craqué. Je vous montrerai ça je vous en ai montré certaines dans le vlog, pour celles qui ont suivi. Celles qui ne les ont pas vues dans le vlog, sachez qu'il y en a encore quelques-unes que je vous montrerai, mais lorsque je démarrerai les projets. Donc, pas tout de suite. Par contre, il y avait en vente aussi ces fameux Crazy Trio de chez Adi, dont j'entendais vraiment beaucoup parler et j'entendais beaucoup de bien auprès de beaucoup de mes tricopines. D'ailleurs, il y avait énormément de gens qui tricotaient avec ces fameux trios Adi, Crazy Trio de chez Adi. Et je me suis dit, allez, c'est l'occasion, c'est un signe, il faut que tu testes. Donc j'ai regardé et il y avait bien et bien des 2,25. Donc, je les ai achetés. Et donc, c'est avec ces fameuses aiguilles trio de chez Adi. Donc, il y en a 3. Ça s'utilise exactement comme des aiguilles double pointe ou comme du Magic Loop. Vous avez la moitié de vos mailles sur une aiguille, l'autre moitié de vos mailles sur votre autre aiguille et vous tricotez avec la 3e. Et donc, vous retrouvez le côté sympa du câble sans avoir l'inconvénient d'avoir ce câble qui vous contraint à avoir un certain nombre de mailles et vous tricotez. Ce que j'ai beaucoup ici aimé, c'est que les 2 pointes, alors vous ne le verrez pas à la caméra malheureusement, mais les 2 pointes sont différentes. Vous avez une pointe arrondie et une pointe bien pointue. Et alors, pour moi, qui pousse mes mailles lorsque je tricote, j'aime avoir le côté arrondi que je pousse et le côté pointu qui me permet de bien venir récupérer ma maille sans avoir de difficulté à passer mon aiguille dans ma maille. Quand on est en 2,25, ça compte. Quand on fait de la dentelle, ça compte aussi parce que parfois,
bah, vous allez être en 2,25 et vous allez devoir faire 2 mailles ensemble. Ou alors quand on fait un jeté, c'est ok, mais quand vous faites parfois des glissés torse, et ça demande beaucoup de précision pour pouvoir passer dans vos mailles par la suite. Donc voilà, c'est une bonne expérience pour moi. Donc j'ai tricoté mes pointes, donc la pointe de la chaussette, toutes mes diminutions. Et donc alors pour l'instant elles ne sont pas bloquées parce que j'ai eu la flemme de. En fait, j'ai manqué de temps, mais je vous les bloquerai pour la prochaine fois. Enfin, du moins, quand j'aurai fini les deux, je vous montrerai bloqué. Mais elle ne devrait pas beaucoup changer. Moi, j'ai un tricot qui est assez régulier. Et puis avec cette laine, c'était assez régulier. Et donc, j'ai pas d'échelle au niveau de la diminution. En fait, mon changement d'aiguille se situait en plein milieu. Donc, si je vous montre l'autre côté, j'ai pas d'échelle non plus. Vous voyez. Et donc là, je peux vous montrer la tresse aussi de manière plus précise. Donc, vous voyez, un brin, un brin, un brin, un brin, où on a vraiment l'impression que c'est comme si vous aviez une natte dans les cheveux. Donc, c'est l'inspiration de cette chaussette et c'est la raison pour laquelle elle s'appelle Natea. Donc voilà, donc je vous rappelle, appel au test, sur celles qui veulent tester, envoyez-moi un message, l'adresse email se trouve dans la barre de description. Pour celles qui ont déjà été testeuses pour moi, je vous contacte pour savoir si vous voulez garder votre place ou si vous voulez laisser à quelqu'un d'autre pour ce test-là. Sachez que vous avez le droit de laisser à quelqu'un d'autre pour ce test-là et je viendrai quand même vous redemander la fois d'après. Donc voilà, Natea. Alors moi j'ai choisi de la faire en une seule couleur. Sachez que vous pouvez mettre des contrastants si vous les voulez. Mais j'ai trouvé que de le faire en une seule couleur c'était mieux parce que vous aviez déjà la dentelle qui démarrait ici. Donc je trouvais que ça s'y prêtait mieux. Donc voilà. Bon, j'ai encore un projet à vous parler. Par contre, avant de le lancer, ce projet, je vais faire une alerte spoiler. Le prochain projet que je vous montre, c'est le projet de Steven West. Pour celles qui ne veulent pas être spoilées, qui ne veulent pas le regarder, je comprendrai. Je vous l'ai mis volontairement après les autres projets dont je voulais vous parler. Si jamais vous ne restez pas, je vous souhaite une très bonne journée. Si jamais vous restez, je vous montre ce fameux projet de Steven West qui est le Mystical Twist and Turn. Maybe we run so fast, maybe we got too high. Alors, parlons MCAL. Donc cette année, j'ai décidé de faire, comme chaque année, le Mystical de Steven West. Donc c'est un modèle qui s'appelle Twist and Turns. Et pour avoir démarré le projet, je peux vous garantir qu'il porte vraiment très bien son nom. On passe son temps à tricoter dans un sens, dans un autre, à modifier les mailles, à changer, à monter, à démonter. Enfin bon, bref. Un vrai Steven West. Pour rester très correct. Donc ce projet-là, je le tricote dans des laines danoises. Donc j'ai deux coloris qui sont des coloris en single de chez Sisley Riguet, qui sont, alors je vous les montre en cake puisque j'ai pas mes écheveaux sur place. Donc c'est une couleur qui s'appelle Blueberry Yogurt, yaourt aux myrtilles, donc qui est un blanc avec des nuances, un blanc et violet, violet bleuté. Donc ça c'est ma première couleur, qui est ma couleur que Steven appelle la couleur contrastante. La deuxième couleur de Sisley Riguet que j'utilise, c'est un rose, un petit rose que vous voyez très uni, mais qui est très nuancé aussi, mais à la caméra, malheureusement, vous le voyez très uni. Donc, qui fait, et cette couleur-là, pour moi, c'est ma couleur, lui dit accent color, donc c'est votre couleur pop, en fait. C'est la couleur qui vient rehausser le tout. Donc voilà deux de mes couleurs. Et la troisième couleur, qui est ma couleur principale, c'est une couleur de chez Liken & Lace, qui est également danoise, qui est aussi en single. Donc moi, cette année, j'ai décidé de faire tout mon châle en single pour avoir plus de fluidité et plus un drapé plus sympathique. Et c'est une couleur qui s'appelle Soot,
OOT, qui malheureusement à la caméra sort extrêmement noir, mais qui est un gris-violet nuancé. Donc peut-être que vous le voyez un petit peu, mais malheureusement vous le voyez très noir. Donc couleur principale, couleur contrastante et ma couleur pop. Il me faut 2 échevaux de chaque couleur principale et contrastante et un écheveau de couleur pop. Donc voici mon association de couleurs pour mon cal de Steven West de cette année. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai déjà tricoté un certain nombre de choses sur ce cal. Alors, par contre, je vous annonce tout de suite, je ne suis pas à jour et je ne suis pas à l'heure, donc je n'ai pas tricoté les 3 indices et je me pose beaucoup de questions. Donc la première partie, alors j'ai essayé de vous cacher la deuxième pour vous parler déjà de la première, donc voilà. La première partie du châle, ce sont des rayures que vous venez tricoter. Donc ça c'est le début de votre tricot et vous finissez en bas. Et donc Steven vous fait faire des rayures, un coup en contrastant, un coup en coloris principal. Et alors je vais vous démonter cette partie là parce que j'ai trouvé cette partie vraiment très intéressante, mais ça va me permettre de vous expliquer la construction de ce châle. Voilà. Donc lorsque vous tricotez des trous à plusieurs endroits. Donc sur chacune des rayures, quand vous arrivez ici, vous rabattez, en l'occurrence ici, vous rabattez les mailles et sur le rang suivant, vous venez monter des mailles, tricoter un point de godron et ensuite vous venez à chaque fois rabattre les mailles. Et à la fin, donc vous vous retrouvez avec 14 plus 15, donc 29 rayures au total. Donc d'ici jusqu'ici, avec des trous un petit peu partout. Et donc Steven, donc je vous le montre parce qu'il l'a montré dans ses vidéos, vous fait ensuite faire la manipulation suivante, c'est-à-dire que dans chacun vous faites passer le suivant dans chacun des chevrons précédents pour former cette tresse tout du long. Voilà. Et donc il vous laisse une fois réalisé, hop, et encore une fois à travers, et ensuite vous venez égaliser le tout pour créer ces fameux petits V qui sont dans le même sens que les chevrons qui sont au milieu. Alors, dans mon choix de couleur, et principalement à la caméra, on dirait vraiment une toile d'araignée, un petit peu Halloween. Ce qui me pose un petit peu de soucis parce que j'aime beaucoup l'univers de Steven West. Je trouve que c'est parfois difficile à porter. Mais je suis prête à porter quelque chose d'un peu extravagant, surtout quand on va chez quelqu'un ou à un endroit où les gens savent reconnaître la valeur du tricot et la technique qui a été utilisée. Par contre, j'avoue que là, on est vraiment dans un esprit très Halloween, en tout cas avec mes couleurs. Donc je suis un petit peu mitigée. Alors je suis pas un peu mitigée, je suis très mitigée sur le rendu du premier indice. Viens ensuite rajouter la première partie du deuxième indice et je vous montrerai que celle-ci. Donc c'est une section qui est réalisée en rang raccourci. Donc là on est sur du point mousse en rang raccourci avec des petites parties de côte torse intercalées avec la couleur pop. Et alors je vous montre et vous allez comprendre tout à fait tout de suite mes grosses questions, mes grosses inquiétudes. C'est qu'aujourd'hui, je me retrouve avec un châle qui ressemble à une toile d'araignée avec des ailes de Batman. En tout cas, ou des ailes de chauve-souris. Et je trouve vraiment qu'on est dans l'esprit d'Halloween, là, pour le coup. Je trouve que c'est très, en tout cas pour l'instant, très discutable. Donc, je me suis beaucoup posé de questions. J'ai fini cette partie-là il y a déjà plusieurs jours. Je devrais normalement faire la deuxième aile sur le côté, exactement de cette façon-là. Puis venir continuer l'indice de la semaine dernière. Mais vraiment, je suis plus que sceptique sur le rendu et j'attends de voir. J'ai été voir le troisième indice. Je voulais pas me spoiler au départ, je voulais le faire totalement à l'aveugle. Mais là, comme je suis tellement sceptique sur le premier indice, je suis quand même allée voir à quoi ressemblait la fin du deuxième indice et à quoi ressemblait le troisième indice. Et à ce jour, je ne suis pas certaine
de garder le projet et de ne pas le détricoter. Donc je vais attendre. Je ne veux pas le détricoter maintenant parce que je veux voir le rendu final. C'est vrai que les châles de Stephen West, il faut vraiment les voir dans leur globalité pour se rendre compte de l'équilibre entre tout. Je ne vais pas vous parler du troisième indice parce qu'il y a encore des fioritures un petit peu bizarres et des choses farfelues. Ça ne me pose pas de souci si l'ensemble était équilibré, mais à ce jour, je ne le trouve pas très équilibré, ce châle. C'est mon avis. Il n'engage que moi. Mais j'ai tellement de doutes que je ne voudrais pas gâcher cette single. Donc, je me suis d'abord dit, je tricote et c'est pas grave, je détricoterai complètement, sauf que avec Stephen West, vous avez quand même beaucoup de moments où vous coupez vos fils. Donc il vous dit il faut les emmener, mais là moi je vais me retrouver avec des petits bouts de fil rose. Même si j'ai fait suivre le fil tout du long, ça ne reste qu'une toute petite partie des chevaux. Et alors pour pouvoir les réutiliser, du coup c'est un peu plus problématique. Donc je ne dis pas que je vais le détricoter. Je vais le garder bien précieusement pour l'instant jusqu'à jeudi, où le dernier indice sortira. Je regarderai le rendu final du châle et je prendrai ma décision sur est-ce que je termine mon châle de Stephen West ou pas, jeudi ou vendredi. Ça dépendra de l'heure à laquelle ils sortent. Généralement, les indices sortent en début d'après-midi, ce qui veut dire que le soir, je peux peut-être voir l'indice, réfléchir, dormir dessus, et le lendemain matin, je saurai si je veux ou pas détricoter mon châle. Donc voilà. Alors, dernière partie de la vidéo d'aujourd'hui, je voulais vous partager ici un certain nombre d'écheveaux que j'ai reçus dans le cadre de mon calendrier d'Halloween que j'ouvre avec vous tous les jours lors des vlogtober, mais que vous n'avez pas vu ici en fait. Et il y a certains écheveaux que vraiment je voudrais vous montrer parce que je les trouve vraiment très beaux et voilà, que je vais leur laisser une place de choix dans les prochains ouvrages que vous verrez sur cette chaîne. Donc c'est un calendrier d'Halloween. Donc comment ça fonctionne? Déjà, c'est un calendrier que j'ai acheté sur une boutique Etsy, dont je vous mets l'adresse dans la barre de description. C'est une teinturière indépendante anglaise qui s'appelle Tudor Rose Studio, qui propose un certain nombre de calendriers tout au long de l'année, donc des calendriers d'Halloween, de Pâques, des box de printemps, des box d'automne, enfin un petit peu, voilà, de quoi vous faire plaisir toute l'année. Par contre, c'est en Angleterre, donc vous avez le taux de change, mais vous avez aussi des frais d'expédition qui sont assez importants. Bon, moi j'ai bénéficié d'une très bonne offre puisque mon calendrier d'Halloween, je l'ai acheté en avril. C'était un cadeau de Noël. C'était un cadeau d'anniversaire que je m'étais fait de mois à mois. Donc, et que j'ouvre avec grand plaisir avec vous tous les matins ou presque tous les matins sur mon vlog. Donc le premier écheveau que je voulais vous montrer, c'était celui-ci, qui était un des écheveaux que j'avais reçu dans les tout premiers jours de ce calendrier, que je trouve absolument fabuleux. Donc avec beaucoup de couleurs de fuchsia, de pourpre et de vert. Donc premier écheveau. Et donc dans ce calendrier d'Halloween que j'ouvre pendant 31 jours, un tous les matins, ou presque tous les matins, en tout cas quand j'oublie pas c'est le lendemain, mais j'oublie pas généralement. Il y a une tendance, et c'est la raison pour laquelle je vous montre cet écheveau-là, il y a beaucoup d'échevaux qui vont s'associer en termes de vert ou en termes de pourpre à cet écheveau. Donc il y a réellement un fade des deux côtés. Donc si je reprends quelques-uns d'entre eux, et que je reprends un deuxième par exemple, vous retrouvez les teintes de fuchsia, certaines teintes de vert qui vont se retrouver à d'autres endroits. Ensuite, autre que je voulais vous montrer, c'était un écheveau dans les tons de bleu. Bleu et marron presque violet à certains endroits. Donc on retrouve d'ailleurs quelques petites nuances qu'on va pouvoir retrouver et qui seront similaires. Donc très bonne surprise. Et là encore, si on reprend certains autres écheveaux, on voit très bien qu'il y a des fades qui se dessinent dans ce calendrier de l'Avent, et donc calendrier d'Halloween, et qui vont me permettre par la suite de les associer dans différents projets sans avoir quelque chose qui soit totalement
indépendants des uns des autres. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre qui pourrait vous plaire aussi? Alors, troisième écheveau. Alors, celui-ci, je suis désolée, mon chat l'a trouvé et donc il a fait un petit peu de la fête. On se retrouve encore une fois avec quelques nuances de vert qu'on va retrouver dans les écheveaux principaux. Donc, encore une belle nuance. Et dernier écheveau que je voulais vous partager, c'était celui-ci que je trouve absolument magnifique. Alors celui-ci pour l'instant est tout seul. Je n'ai pas d'autres écheveaux qui aillent ensemble avec celui-ci. Donc il me tarde de découvrir la fin de mon calendrier pour pouvoir voir comment l'associer à autre chose. Ou est-ce qu'il va falloir que j'aille chercher moi des laines qui puissent s'associer à ces mini pour lesquels je veux garder une place de choix. Donc il y en a quelques-uns comme ça que j'apprécie particulièrement et sur ces trois-là particulièrement me tiennent à cœur. Celui-ci aussi, mais celui-ci va avec l'autre. Ces quelques écheveaux là sont vraiment des chevaux très travaillés sur lesquels je voudrais trouver une vraie grosse place de choix. Vous voyez, il y a encore un très beau modèle ici, alors qui est un peu plus éteint, mais voilà. Donc je suis en grosse réflexion et je vous en parle dans les vlogs, mais je pense, mais certainement en janvier ou en février, pouvoir vous proposer un certain nombre de choses, vous dire ok, qu'est-ce qu'on fait avec plusieurs mini, qu'est-ce qu'on fait avec un kit, qu'est-ce qu'on fait avec un fade et comment on associe ces tout petits bouts dans un projet complet. Alors pourquoi c'est si important pour moi? C'est que ces mini, souvent, ça représente... alors là, c'est des mini, mais vous êtes nombreuses, et je suppose que je ne suis pas la seule, à avoir des restes de laine de précédents projets. Et ces restes-là, soit on en fait une couverture de restes, soit on les intègre à d'autres projets. Et donc, à travers tous ces mini, je veux étudier la possibilité, justement, de faire une transposition de qu'est-ce qu'on peut faire avec tous ces restes-là. Donc voilà, je suis arrivée à la fin de cette vidéo. Il me reste à vous annoncer ce que vous allez voir la semaine prochaine. Alors pour celles qui suivent le vlog, vous aurez des épisodes de vlog. Je suis désolée pour hier, il n'y avait pas de vlog, mais il y avait un grand soleil et c'était l'occasion de faire des plantations. Donc j'ai passé tout mon samedi à faire des trous dans mon jardin pour mettre des arbres, des arbustes, sauvons la planète et tout le tout-team. Mais voilà, vous le savez hein, maintenant, celles qui me suivent, moi j'aime l'art du fil et j'aime mon jardin. Les plantes, les fleurs, les légumes et tout ça. Donc la semaine prochaine, alors vous aurez un épisode de visite. Donc c'est un épisode de Dans les coulisses où je vous emmène visiter un salon qui s'appelle Vol Symphonie. Donc c'est un salon qui est un salon allemand, mais qui a lieu tout près de la frontière française, donc la frontière française avec l'Allemagne, et qui se situe vraiment à quelques kilomètres, genre 5-6 kilomètres à l'intérieur des terres allemandes. Et donc je vais aller visiter ce salon. Pour moi, de la même façon que je vous ai fait visiter l'Aisne à l'Est ou Mitat Motoko, je vais vous emmener dans ce salon-là. Je ne sais pas du tout, je n'y ai jamais été. Ce que je sais, c'est qu'il y a essentiellement des laines que je ne connais pas, des teinturières que je ne connais pas, forcément ce sont des teinturières allemandes. Donc j'ai envie de vous emmener aussi faire découvrir voilà, des laines d'ailleurs qu'on ne tricote pas forcément, ou du moins qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et je voudrais vous faire découvrir voilà, qui elles sont. Alors, qui elles sont, je resterai vague, mais en tout cas, voilà, de faire découvrir leur travail. Le cadre, s'il est beau, ça, je n'en sais rien. Mais vous le découvrirez la semaine prochaine. Donc, ce sera une petite visite de salon avec explication. Et si le cadre vaut la peine d'être décrit, je vous ferai aussi une description de ce cadre-là. Et voilà, j'arrive au bout de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Pour celles et ceux qui veulent me retrouver avant le prochain épisode, avant dimanche prochain, sachez que vous pouvez me retrouver sur les vlogs chaque semaine. Si vous ne me suivez pas, c'est pas un problème.
aucun souci, vous faites comme vous voulez. J'espère que le contenu de cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas et que vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner. Sachez qu'on approche tout doucement, alors je pense que voilà, on approche tout doucement des 3000 abonnés. Pour moi, c'est une expérience absolument inconcevable. Ma chaîne n'a même pas encore un an. D'ailleurs, elle aura un an bientôt, puisqu'elle aura un an le 2 novembre. Donc le 2 novembre, c'est tout bientôt, c'est dans 15 jours. Donc le prochain podcast que vous aurez, podcast officiel, donc podcast numéro 27, ce sera officiellement l'anniversaire de la chaîne d'Emaille et moi. C'est pas encore maintenant. Vous inquiétez pas, je vous ferai je sais pas, je soufflerai peut-être une bougie en ligne, on verra bien. Bon, sur ce, je vous laisse aller tricoter tranquillement. Je vous souhaite une très belle fin de journée, un très beau début de journée, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cet épisode. Je vous souhaite en tout cas de bien vous porter et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye. But